raconte cette histoire parce que je suis en train de mourir. Cancer du pancréas, en phase terminale, disent les médecins. Peut-être 6 mois s'il me reste de la chance, peut-être 3 si je n'en ai pas. Le docteur Patterson m'a annoncé le diagnostic il y a 4 semaines, avec ce ton clinique et compatissant qu'on leur apprend en fac de médecine. Je suis désolé, monsieur Webb, la tumeur est inopérable. Nous pouvons essayer la chimiothérapie, mais étant donné la nature agressive et le stade avancé, je veux que vous ayez des attentes réalistes quant aux résultats. Des attentes réalistes. Le jargon des médecins pour dire « commencez à mettre vos affaires en ordre ». Rebecca a pleuré dans la voiture sur le chemin du retour. Je lui ai tenu la main et je lui ai dit que ça irait, qu'on se battrait, que la médecine moderne faisait des miracles, toutes les choses qu'on est censé dire. Mais je savais la vérité. Les médecins disent que ce cancer est sorti de nulle part, que le cancer du pancréas est insidieux comme ça, ne montrant aucun symptôme jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Ils ont tort. Je sais exactement quand ça a commencé, même s'ils ne croiraient jamais au lien. Le 17 novembre 2019, le jour où j'ai tiré sur quelque chose que je n'aurais pas dû, le jour où j'ai déclenché une guerre que je ne peux pas gagner. Je m'appelle Marcus Webb. J'ai 63 ans, je suis un ranger de l'armée à la retraite avec 2 missions en Afghanistan et 3 Purple Hearts. Je chasse depuis l'âge de 7 ans. Mon grand-père m'a tout appris dans ces mêmes montagnes de l'État de Washington. J'ai pisté des wapitis dans des tempêtes de neige par moins 30 degrés, affronté la charge de grizzly en Alaska et ouvert la marche en territoire taliban où chaque ombre pouvait être la dernière. J'ai vu des hommes mourir, des hommes bons, meilleurs que moi. J'ai tué des hommes, 11 morts confirmés, probablement plus. Je pensais comprendre la peur, la violence et le poids écrasant d'ôter une vie. Je n'avais rien compris. J'ai grandi à Darrington, Washington, une ville de bûcherons d'à peine 1000 âmes, nichée dans les North Cascades. Mon grand-père, Thomas Webb, était un abatteur qui avait travaillé dans ces montagnes pendant 47 ans, avant qu'une de ces branches qu'on appelle faiseuse de veuves ne l'emporte en 94. Il m'a appris à chasser quand j'avais 7 ans. Trop jeune selon les normes actuelles, mais c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. On apprenait jeune ou on ne mangeait pas. Nous n'avons jamais été riches, mais nous n'avons jamais eu faim non plus, car Papy Tom connaissait chaque route de migration des wapitis, chaque sentier de cerf, chaque source secrète où les grands mâles venaient s'abreuver. La montagne pourvoit à nos besoins, disait-il, mais il faut la respecter. Elle est plus vieille que ton arrière-arrière-grand-père, plus vieille que la ville, plus vieille que tout ce que tu peux imaginer. Si tu la traites bien, elle te nourrira. Si tu lui manques de respect, elle te tuera sans y penser à 2 fois. J'ai appris à lire les pistes avant de savoir lire les livres. J'ai appris à me déplacer dans la forêt, silencieux comme la fumée, à comprendre la direction du vent et les courants thermiques, à savoir ce que chaque son signifiait. Le cri d'alarme d'un jet de Steller, le fracas dans les broussailles qui annonçait la fuite des wapitis, la qualité particulière du silence qui indiquait la présence de prédateurs. À 12 ans, je pouvais dépecer un wapiti en moins d'1 heure et transporter 100 kilos de viande sur un sac à dos à armature sans me plaindre. L'armée était une suite logique. Je me suis engagé à 18 ans. J'ai intégré l'école des Rangers à 20. Et j'ai passé les 23 années suivantes à apprendre que les compétences que Papy Tom m'avait enseignées dans les cascades se transposaient remarquablement bien à l'Hindu Kush et à la province de Helmand. Le pistage, la traque, la patience, la violence de l'action si nécessaire, tout était pareil. Seul le terrain et les enjeux différaient. J'ai rencontré Rebecca en 2003, entre mon premier et mon second déploiement. Elle était infirmière au Madigan Army Medical Center et j'étais là pour une reconstruction du genou après un mauvais atterrissage lors d'un saut d'entraînement. Elle avait les cheveux roux, les yeux verts et un sourire à vous couper le souffle. Elle avait aussi un franc-parler que la plupart des femmes n'avaient pas. Quand j'ai finalement trouvé le courage de l'inviter à sortir, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je ne sors pas avec les militaires. Vous êtes trop compliqués, les gars. »
Et si je promets de ne pas être compliqué, ai-je demandé. Alors tu mentirais, a-t-elle dit. Mais elle m'a quand même donné son numéro. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, 3 semaines avant mon déploiement en Afghanistan. Elle m'a fait promettre de rentrer à la maison. J'ai tenu cette promesse, même si ça a été juste quelques fois. J'ai pris des éclats d'obus à Kandahar qui auraient dû me tuer. Je suis tombé dans une embuscade près de Mazar-i-Sharif qui a laissé 3 de mes hommes morts, et moi avec une balle dans l'épaule. Un EEI a retourné notre Humvee comme un jouet d'enfant près de Jalalabad. Je m'en suis sorti avec une commotion cérébrale et 2 côtes cassées, tandis que le chauffeur perdait ses 2 jambes. À chaque fois, je suis rentré. À chaque fois, Rebecca attendait. À chaque fois, le regard dans ses yeux disait qu'elle avait vieilli de 10 ans pendant les mois de mon absence. J'ai pris ma retraite en 2015 à 41 ans avec tous mes droits, une poitrine couverte de médailles que je ne portais jamais et des cauchemars que les médicaments contrôlaient à peine. Rebecca et moi avons acheté une maison à Granite Falls, à 45 miles de là où j'ai grandi, assez près des montagnes pour que je puisse les voir depuis ma terrasse, mais assez loin de Darrington pour ne pas être noyé dans les souvenirs de Papy Tom et du garçon que j'étais avant que l'armée ne me montre ce que les humains sont capables de se faire les uns aux autres. La retraite a été difficile, plus dure que le combat à certains égards, parce qu'au moins au combat, on a une mission, un but, une raison de se lever chaque jour. À la maison, j'avais quoi? Réparer les gouttières, tondre la pelouse. J'ai essayé de m'adapter, d'être le mari que Rebecca méritait, mais j'étais agité, à la dérive. La chasse m'a sauvé. Chaque automne, je passais des semaines dans les montagnes, seul, à traquer le wapiti comme Papy Tom me l'avait appris. C'était une méditation, une thérapie. Le seul moment où les cauchemars cessaient, c'était quand j'étais là-haut, où l'air était pur et rare, et où les seuls bruits étaient le vent, l'eau et le brame occasionnel d'un mâle annonçant son territoire. Rebecca comprenait. « Vas-y », disait-elle chaque mois d'octobre, en préparant mon équipement avec la même efficacité qu'elle avait montrée lors de mes déploiements. « Promets-moi juste de revenir. » Je promettais toujours, je revenais toujours, jusqu'en 2019. Pendant 38 ans, j'ai gardé ce qui s'est passé sur Cascade Ridge, enfermé dans un coin de mon esprit que je refuse de visiter sans avoir bu. J'ai dit à ma femme Rebecca que j'avais eu un accident de chasse, que j'avais glissé et m'étais cogné la tête, que la confusion et les cauchemars n'étaient que des symptômes de commotion. Elle m'a cru parce que je ne lui avais jamais menti avant, pas sur les choses importantes. J'ai dit au shérif que je m'étais perdu dans le brouillard et que j'avais dû bivouaquer d'urgence pendant 2 nuits. Il m'a cru parce que ma réputation était solide, parce que j'étais un vétéran décoré qui n'avait jamais donné à personne de raison de douter de ma parole. Je me suis dit, chaque jour pendant 38 ans, que ce que j'avais vu n'était pas réel, que le traumatisme, l'hypothermie et la peur avaient créé une hallucination si vive que je m'étais convaincu que c'était arrivé. Je me suis dit ça même quand les cauchemars me réveillaient en hurlant 3 nuits par semaine. Même quand je me retrouvais debout dans le jardin à 3 heures du matin, fixant la lisière des arbres, convaincu de voir des formes bouger dans l'ombre. Même quand je sursautais au moindre bruit inattendu et que je ne pouvais pas être dans la nature après la tombée de la nuit sans avoir la main sur une arme. Rebecca pensait que c'était le SSPT de l'Afghanistan. Elle avait à moitié raison, j'avais bien un SSPT, mais pas de la guerre, de quelque chose de pire, quelque chose que je ne pouvais pas nommer, pas expliquer, pas partager parce qu'au moment où je le ferais, je franchirais la ligne entre vétéran décoré ayant du mal à se réadapter et homme délirant bon pour l'asile. Le prix de ce secret a été tout, mon mariage, techniquement toujours intact, mais il y a une distance entre Rebecca et moi maintenant qui n'existait pas avant 2019. Comment peut-on être vraiment intime avec quelqu'un quand on cache la chose la plus importante qui vous soit jamais arrivée? Quand on se dérobe à son contact au milieu de la nuit parce qu'on s'est réveillé d'un rêve ou des mains massives vous attrapaient dans le noir?
ma tranquillité d'esprit, disparue, remplacée par une vigilance constante, par la certitude d'être observé, que le jugement approche, par la connaissance que j'ai tué quelqu'un qui ne méritait pas de mourir, et qu'aucune rationalisation ou légitime défense ne pourra jamais rendre ça juste, ma relation avec la nature que j'aimais. Je n'ai pas chassé depuis 2019. J'ai vendu mes fusils, tous sauf mon pistolet de service, en moins d'1 an. J'ai donné pour des milliers de dollars d'équipement à des jeunes qui débutaient. Rebecca pensait que je grandissais enfin, que je mettais de côté ce besoin puéril de me prouver des choses en tuant des animaux. Elle a organisé un dîner pour célébrer mon évolution. J'étais assis là, souriant et acceptant les félicitations, tandis qu'à l'intérieur, je hurlais la vérité. Je n'ai pas arrêté de chasser parce que j'ai évolué. J'ai arrêté parce que je suis terrifié par ce qu'il y a là dehors. Parce que j'ai assassiné quelqu'un et je sais qu'ils n'ont pas oublié. Surtout, ça a coûté des vies, la vie d'autres personnes. Des gens qui sont allés dans ces montagnes après moi et n'en sont jamais revenus. 14 disparitions confirmées en 5 ans, toutes dans un rayon de 30 miles de l'endroit où j'ai appuyé sur la gâchette. Peut-être plus qui n'ont pas encore été reliés, qui ont été classés comme des gens qui se sont perdus dans l'immensité sauvage des North Cascades. J'aurais pu les avertir. J'aurais pu dire au service des forêts: n'autorisez pas la chasse dans cette zone, il y a quelque chose de dangereux. Mais comment expliquer sans passer pour un fou? Et si je parlais, si par miracle ils me croyaient, alors quoi? Des expéditions scientifiques, des commandos de recherche armés, le massacre en règle des derniers vestiges d'une espèce qui se cache de nous depuis des milliers d'années? Cette créature que j'ai tuée, cette personne, a utilisé son dernier souffle pour m'avertir. Pas pour menacer, pour avertir. Même en se vidant de son sang à cause de 3 blessures par balle, même en sachant que j'étais celui qui l'avait tué, elle a essayé de m'aider à comprendre. Les autres arrivent, vous ne pouvez pas gagner. J'ai cru que c'était une menace, une vengeance. Maintenant, je comprends que c'était de la compassion. Un dernier acte de pitié de la part de quelqu'un qui avait toutes les raisons de me haïr. Je raconte cette histoire parce que quelqu'un doit connaître la vérité avant que je ne parte. Parce que mon silence a coûté des vies et que ma parole pourrait en coûter plus, mais je ne peux pas emporter ça dans ma tombe sans au moins essayer d'expliquer. Parce que cette chose que j'ai tuée, cette personne, mérite que son avertissement soit entendu, même si je suis le seul à avoir compris ce que ça signifiait. Parce que peut-être, juste peut-être, si les gens connaissent la vérité, ils resteront loin de ces montagnes. Ils laisseront les derniers endroits sauvages tranquilles. Ils les laisseront, les derniers d'entre eux, mourir en paix plutôt que dans la peur. Et parce que Dieu me vienne en aide, je pense qu'ils viennent enfin me chercher. Le cancer n'est pas un hasard. Je sais ce que disent les médecins, je connais les statistiques sur le cancer du pancréas et comment il frappe sans prévenir. Mais je sais aussi ce que je sais. Ça a commencé exactement 38 ans, jour pour jour après que j'ai tué leur maître. Exactement. Du 17 novembre 2019 au 17 novembre 2024. Le timing n'est pas une coïncidence. Ils m'ont marqué ce jour-là, pas seulement avec les cicatrices sur ma poitrine, bien qu'elles soient bien réelles, 5 lignes parallèles juste au-dessus de mon cœur qu'aucune explication médicale ne peut justifier. Ils m'ont marqué d'une manière plus profonde que la chair. Et maintenant, alors que l'anniversaire approche à nouveau, je le sens s'accélérer. La maladie qui me ronge de l'intérieur, le sentiment de présence qui se renforce, la certitude que l'heure de compte a sonné. Voici ce qui s'est passé sur Cascade Ridge en novembre 2019. Chaque mot est vrai. Si seulement devant Dieu, ça ne l'était pas. J'avais planifié cette partie de chasse pendant des mois, comme je le faisais toujours. Fin novembre, c'est la fin de la saison du wapiti dans les North Cascades, quand les grands mâles ont été repoussés en profondeur par la pression de la chasse et les premières neiges. La plupart des chasseurs abandonnent à ce moment-là. Trop froid, trop de travail, taux de réussite trop bas. Mais c'est exactement le moment que j'aimais. Quand les forêts appartenaient de nouveau aux animaux
et que l'on pouvait chasser comme Papy Tom me l'avait appris. Seul, patient, respectueux de la montagne et de ce qu'elle choisissait de vous donner. J'avais un permis pour un mâle qui avait été aperçu près de Cascade Ridge, au cœur de la Glacier Peak Wilderness. Un ranger que je connaissais l'avait vu lors d'une patrouille de routine début octobre. Un mâle à 6 andouillés qu'il estimait à 700 livres, d'un brun chocolat foncé, se déplaçant dans les hautes prairies comme un roi inspectant son domaine. Le ranger, Jim Kowalski, savait que j'étais un chasseur sérieux et m'avait appelé pour me donner le tuyau. « Il est dans un terrain vraiment hostile, Marcus », avait dit Jim au téléphone. Après Canyon Creek, vers le système de crête entre Thunder et Image Lake. Ça fait 15 miles depuis le début du sentier de Seattle, peut-être 4000 pieds de dénivelé positif. Et ça, c'est juste pour arriver là où tu commencerais à chasser. Le terrain là-haut te brisera les chevilles si tu ne fais pas attention, et si le temps se gâte, tu pourrais être coincé pendant des jours. « J'ai chassé dans pire », lui avais-je répondu. « Je sais. Je dis juste que tu ne rajeunis pas. 63 ans, c'est vieux pour s'attaquer à ce genre de terrain en solo. » Il avait raison, mais je m'en fichais. Je chassais en solo. Pas de partenaire à accommoder, pas d'odeur ou de bruit d'une autre personne à gérer. Pas de compromis sur le timing ou le lieu. Juste moi, la montagne, et ce qu'elle choisirait de me montrer. J'avais chassé dans la Glacier Peak Wilderness 3 fois auparavant, toujours en solo, toujours avec succès. 2 fois j'avais eu des mâles, 1 fois un beau cerf à queue noire à 4 andouillés. Je connaissais le terrain, les défis, mes capacités. Plus important encore, j'étais méthodique et préparé. 23 ans chez les Rangers m'avaient inculqué ça, jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. J'ai passé 2 semaines à me préparer. J'ai vérifié chaque pièce d'équipement 2 fois, remplacé tout ce qui montrait de l'usure. Nouveau lacet, pile neuve pour la frontale et le GPS. J'ai réapprovisionné la trousse de premiers secours avec des médicaments à jour et du matériel de traumatologie neuf. J'ai entretenu mon fusil, mon Weatherby Mark V. 300 Winchester Magnum, une carabine que je possédais depuis 27 ans et que je connaissais comme ma poche. Je l'ai démontée, nettoyé chaque composant, inspecté la culasse et la détente, réglé à nouveau la lunette au stand de tir. À 200 yards, je plaçais des groupements de 5 balles dans un cercle de la taille d'une pièce d'$0,25. Mon équipement était précis, testé, affiné sur des décennies. Weatherby Mark .300 Win-Mag avec lunettes Leupold VX 6HD, 3 à 18 x 50 mm, 60 cartouches, Federal Premium, 180 grains, Trophy Copper, 20 dans le fusil, 40 dans mon sac, couteau à lame fixe, Benchmade Saddle Mountain Skinner, machette Cold Steel Bushman pour le dépeçage, système de filtration d'eau, Sawyer Squeeze avec 2 poches de 2 litres, réchaud, MSR Whisper Light International avec 1 litre de carburant, 10 jours de repas lyophilisés, Mountain House, 2400 calories par jour minimum, tente Mountain Hardware, Ghost, UL, 2, 1,1 kg, sac de couchage Western Mountaineering, ultra light, conçu pour moins 29 degrés Celsius, matelas de sol, Thermarest, Neo-Air X-Therm, trousse de premier secours, kit de traumatologie avec Quick Clot, bandage israélien, pansement thoracique, plus le matériel standard, communicateur satellite, Garmin InReach Mini avec GPS, lampe frontale, Black Diamond Storm, 5 cents plus une Petzl E-Plite de secours, briquet, bic, 3, allumettes étanches, allume-feu, sursac de bivouac d'urgence, couverture de survie, allume-feu au magnésium, paracorde, 30 mètres, carte topographique de la région dans une pochette étanche, carnet et crayon résistants aux intempéries, chaussettes de rechange, 3 paires, sous-gants, cache-cou, veste et salopette, Sitka Gear Fanatic, conçu pour l'affût par grand froid, vêtements de pluie complets, rations d'urgence, barres énergétiques, poudre d'électrolyte, pastilles de sel,
Poids total du sac sans eau, 48 livres. Lourd, mais pas déraisonnable pour un voyage de 10 jours en montagne en novembre. J'avais porté plus lourd en Afghanistan, et ça, c'était avec un gilet pare-balles, des munitions et la certitude que quelqu'un pouvait essayer de vous tuer à tout moment. Rebecca m'a regardé faire mon sac la veille de mon départ, assise sur le bord de notre lit, les bras enroulés autour d'elle. Nous avions vécu ce rituel des dizaines de fois, mais ça ne devenait jamais plus facile pour elle. « Je n'aime pas que tu partes seul, » dit-elle doucement. « Tu as 63 ans, Marcus, et s'il t'arrivait quelque chose? J'ai le communicateur satellite, » dis-je en brandissant le Garmin InReach. Messagerie texte bidirectionnelle, coordonnées GPS, bouton SOS, qui alertera les secours en moins d'1 heure. Je donnerai des nouvelles tous les soirs. La technologie tombe en panne. Les batteries meurent. Tu pourrais tomber, te cogner la tête, et ce petit appareil ne servirait à rien. Je pourrais aussi me faire renverser par une voiture en allant à l'épicerie. Statistiquement plus dangereux que ce que je fais. Elle ne sourit pas. Ne fais pas ça. N'utilise pas les statistiques pour me faire sentir stupide de m'inquiéter pour toi. J'ai arrêté de faire mon sac et je me suis assis à côté d'elle. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Elle s'est appuyée contre moi et je pouvais sentir la tension dans son corps. « Je suis désolé, » dis-je. « Tu as raison. C'est dangereux. C'est toujours dangereux. Mais je sais ce que je fais. Et je suis aussi préparé que possible. J'ai fait ça des dizaines de fois. » Je sais. C'est juste que... Elle s'interrompit et quand elle reprit la parole, sa voix était plus faible. J'ai ce pressentiment, comme si quelque chose de mal allait arriver, comme si tu allais monter là-haut et ne jamais revenir. Un frisson me parcourut l'échine, mais je l'ai chassé. Rien de mal ne va arriver. Je vais avoir mon wapiti, prendre quelques photos, peut-être voir un peu plus d'étoiles qu'ici, et je serai de retour dans 1 semaine et demie avec assez de viande pour remplir le congélateur. Comme d'habitude. Promets-moi d'être prudent. Je le suis toujours. Promets-moi de revenir. Je l'ai embrassé sur le haut de la tête. Je te le promets. Avec le recul, je me demande si elle n'avait pas une sorte de prémonition. Si, à un certain niveau, elle savait que l'homme qui reviendrait ne serait pas tout à fait le même que celui qui était parti. Mais à l'époque, j'ai mis ça sur le compte de son anxiété habituelle d'avant-départ. Elle s'inquiétait toujours. Elle avait toujours du mal les premiers jours où j'étais parti. C'était normal. Le 14 novembre 2019, j'ai quitté la maison à 4h30. J'ai embrassé Rebecca alors qu'elle était encore à moitié endormie. J'ai promis à nouveau de donner des nouvelles tous les soirs et j'ai conduit les 2h30 jusqu'au début du sentier de la Seattle River dans mon F-150. Le pick-up était chargé de mon équipement, d'un sac à dos à armature externe pour transporter la viande si j'avais du succès et de tous les documents nécessaires si un garde-chasse m'arrêtait. Permis de chasse, licence pour le wapiti, preuve de certification de sécurité à la chasse. Bien qu'à mon âge, c'était un droit acquis. Je suis arrivé au départ du sentier à 7h. Température de 38 degrés Fahrenheit, ciel couvert, vent léger du nord-ouest à peut-être 5 à 8 miles par heure. Les prévisions que j'avais consultées ce matin-là annonçaient un temps clair jusqu'au 18, puis un front arrivant le 19. Une fenêtre de chasse parfaite. Je serais reparti avant l'arrivée de la neige. Le parking était vide, pas surprenant pour fin novembre. La plupart des chasseurs avaient déjà utilisé leur permis ou abandonné pour la saison. La montagne était à moi. J'ai passé 20 minutes à organiser mon sac, à répartir le poids correctement, à m'assurer que tout était accessible. Le fusil étalé dans un fourreau sur le côté de mon sac, les munitions réparties dans des poches où le poids reposerait sur mes hanches plutôt que sur mes épaules. Les poches à eau remplies, les encas dans la poche supérieure pour un accès facile, la trousse de premier secours là où je pourrais l'atteindre rapidement si besoin. À 7h20, j'ai envoyé mon premier message à Rebecca via le Garmin. Au départ du sentier, temps OK. Commence la rando, je t'aime. Sa réponse est revenue 3 minutes plus tard.
Sois prudent, rentre à la maison, je t'aime aussi. J'ai verrouillé le pick-up, caché les clés dans une boîte magnétique sous le passage de roue arrière, clé de rechange dans mon sac, et j'ai commencé à marcher. Le sentier de la Seattle River est relativement facile sur les 5 premiers miles. Pente douce, bien entretenue, longeant la rivière à travers une forêt primaire qui vous fait sentir comme une fourmi marchant dans une cathédrale. Les arbres, là-haut, sont énormes, des sapins de Douglas, des pruches de l'Ouest et des tuyas géants de Californie, certains mesurant 6 pieds de diamètre et s'élevant à 200 pieds avant les premières branches. Le sol de la forêt est tapissé d'une mousse épaisse qui étouffe chaque pas, et la canopée est si dense que même à midi, on se croirait au crépuscule. C'est un pays magnifique, presque sacré. Le genre d'endroit qui vous fait comprendre pourquoi les peuples autochtones croyaient que des esprits vivaient dans les arbres. On s'y sent petit, insignifiant, une chose temporaire se déplaçant à travers quelque chose de vaste et de permanent. J'aurais dû écouter ce sentiment. J'aurais dû le reconnaître comme un avertissement. Les 5 premiers miles m'ont pris 2 heures et demie, y compris les pauses pour boire et enlever des couches à mesure que je me réchauffais. À 10 heures, j'avais atteint Miners Creek, où le sentier commence à grimper sérieusement. Le dénivelé de là à Canyon Creek est d'environ 2000 pieds sur 3 miles. Pas terrible selon les standards de la montagne, mais assez pour vous brûler les jambes et faire travailler vos poumons. Je me suis arrêté à Miners Creek pour un déjeuner précoce. J'ai mangé une barre protéinée, bu un demi-litre d'eau et fait le point sur ma condition. Rythme cardiaque élevé, mais pas inquiétant. Respiration lourde, mais contrôlée. Jambes solides. Poids du sac bien réparti. Pas de point de friction sur les épaules ou les hanches. Prêt à continuer. Pendant que je mangeais, j'ai scanné la zone par habitude, cherchant des signes de vie sauvage, vérifiant les arbres pour des pistes d'animaux, lisant la forêt comme Papy Tom me l'avait appris. Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le silence. Pas un silence complet. J'entendais le ruisseau, le vent dans les arbres, ma propre respiration. Mais pas d'oiseaux. Pas d'écureuils qui jacassent, pas de corbeaux qui croassent. La forêt était vide de petits bruits. Le genre de bruit de fond que l'on ne remarque généralement que lorsqu'il a disparu. Prédateur à proximité, ai-je pensé. Un cougar, probablement, ou peut-être un ours se préparant à hiberner. Quelque chose d'assez gros pour faire taire les proies. J'ai gardé mon fusil à portée de main et j'ai continué à grimper. La montée vers Canyon Creek a été brutale. 3 miles, ça ne semble pas beaucoup. Mais quand on gagne 2000 pieds avec un sac de 50 livres et que le sentier n'est qu'une succession de lacets à travers des arbres morts humides et des rochers glissants, chaque pas est un effort. Mes cuisses brûlaient au 7e mile et au 8e, je m'arrêtais tous les 100 yards pour reprendre mon souffle. Mais j'ai persévéré. C'était le prix à payer pour chasser dans la vraie nature sauvage, les endroits où vivaient les grands mâles parce que la plupart des chasseurs ne pouvaient ou ne voulaient pas faire l'effort de les atteindre. La douleur était temporaire. Le souvenir d'une chasse réussie durait éternellement. J'ai atteint Canyon Creek à 15h45, environ 15 minutes de retard sur mon programme, mais toujours en bonne forme. Le ruisseau coulait vite et clair, large d'une quinzaine de pieds, assez froid pour que, lorsque je me suis agenouillé pour filtrer de l'eau, je ne puisse pas garder mes mains immergées plus de quelques secondes. De la fonte des neiges des altitudes supérieures, probablement glaciales à la source. J'ai trouvé mon campement prévu à environ 200 yards du ruisseau, dans une petite clairière d'une trentaine de pieds de large. Elle était abritée sur 3 côtés par d'énormes sapins de Douglas et des pruches de l'ouest de la forêt primaire. Des arbres si gros que 3 hommes n'auraient pas pu joindre leurs mains autour de leur tronc. La clairière avait un bon drainage, un sol plat pour la tente et quelques troncs d'arbres abattus par le vent qui serviraient de siège de camp. La canopée au-dessus était assez épaisse pour offrir une certaine protection contre la pluie, mais assez ouverte pour laisser passer le peu de lumière qui filtrait du ciel couvert. Parfait.
J'ai passé l'heure suivante à monter le camp avec l'efficacité qui vient de l'habitude. La tente d'abord, planter les piquets au coin, insérer les arceaux, fixer le double toit, vérifier que tout était tendu et correctement positionné. C'était mon abri, ma maison pour la semaine à venir, et je ne lésinais pas sur les détails. Si le temps se gâtait, je devais avoir confiance qu'elle me garderait au sec et protégée. Une fois la tente montée, j'ai déballé méthodiquement. Le sac de couchage et le matelas sont allés à l'intérieur de la tente, rangés dans l'abside pour l'instant pour les garder au sec. Les vêtements et les objets personnels organisés dans des sacs de rangement. La nourriture et tout ce qui avait une odeur, même le dentifrice et le déodorant, sont allés dans mon sac à suspendre anti-ours. La cache de nourriture a pris 20 minutes de plus à installer correctement. J'ai trouvé 2 arbres distants, d'une 20aine de pieds, et j'ai lancé une corde en paracorde par-dessus une branche à 15 pieds de hauteur sur l'un d'eux. J'ai attaché le sac de nourriture, les hissé jusqu'à ce qu'il soit bien au-dessus du sol, puis j'ai fixé la corde au 2e arbre. Le sac s'est retrouvé suspendu à environ 14 pieds dans les airs, à 10 pieds du tronc le plus proche, complètement inaccessible aux ours ou à tout autre charognard. Du moins, c'est ce que je pensais. Le camp étant établi, j'ai fait une ronde de périmètre. C'était une vieille habitude de l'armée, ne jamais s'installer dans une position sans connaître le terrain, les approches, les lignes de vue et de tir. Dans l'armée, on cherchait de bonnes positions défensives et des points d'embuscade potentiels. Dans la nature, on cherchait des pistes d'animaux, des sources d'eau et des signes des animaux qui utilisaient la zone. Le ruisseau était la source d'eau évidente, claire et suffisamment rapide pour que je lui fasse confiance après filtration. J'ai trouvé plusieurs pistes d'animaux y menant, des traces de wapiti dans la boue le long de la rive, assez fraîches pour ne pas avoir plus de 2 ou 3 jours. Bon signe, les mâles utilisaient ce système de drainage. J'ai aussi trouvé des excréments d'ours, mais ils étaient vieux et délavés, datant probablement du début de l'automne, avant la saison d'hibernation. Aucun signe frais, ce qui était une bonne chose. Je ne m'inquiétais pas des ours, ils ne veulent généralement rien avoir à faire avec les humains. Mais je ne voulais pas avoir à gérer un qui s'attaquerait à mes provisions. Ce que je n'ai pas trouvé, c'est le moindre signe d'activité humaine. Pas d'empreintes de pas sur les sentiers, pas de cercle de feu, pas de détritus ou de branches coupées, ni aucune indication que quelqu'un d'autre était venu ici récemment. La montagne était à moi. Alors que le soleil tombait derrière les crêtes occidentales et que la forêt passait de la pénombre à l'obscurité totale, j'ai préparé mon dîner. J'ai fait bouillir de l'eau sur mon réchaud Whisperlight. Le sifflement du gaz blanc qui brûle est un son réconfortant, un petit morceau de civilisation dans la nature. Et je l'ai ajouté à un sachet en aluminium de bœuf stroganoff lyophilisé. Pendant que la nourriture se réhydratait, j'ai fait du café instantané dans ma tasse isotherme et je me suis assis sur l'un des troncs, respirant simplement l'air froid et pur et laissant la fatigue de la journée s'installer dans mes muscles. C'est pour ça que je venais. Ce moment, le silence absolu, la solitude, le sentiment d'être exactement là où je devais être. Dans les montagnes, je n'avais pas à penser à la guerre, pas à m'inquiéter des civils ou de la politique, ou de savoir si j'avais bien fait toutes ces fois où j'avais appuyé sur une gâchette. Dans les montagnes, la vie était simple, rester au chaud, manger, être en sécurité, être patient. Tout le reste n'était que du bruit. J'ai mangé mon stroganoff lentement, savourant chaque bouchée même si la nourriture lyophilisée n'est jamais aussi bonne que ce que l'emballage promet. En mangeant, j'ai repassé mon plan pour le lendemain. Je me lèverais à 5 heures, prendrais mon petit déjeuner et lèverais le camp à 6 heures et commencerais à traquer vers le nord-est en direction du système de crête que Jim avait mentionné. Cela me mettrait en plein territoire de wapitis au lever du jour, lorsque les mâles se déplaceraient de leur zone d'alimentation vers leur lieu de repos. La clé était la patience. Trouver un bon point de vue, observer les pentes et les prairies à la lunette, attendre qu'ils se révèlent.
Les wapitis sont intelligents, surtout les mâles matures. Ils savent que les chasseurs les poursuivent. Ils se couchent dans des endroits où ils peuvent voir les approches et sentir tout ce qui vient sous le vent. On ne les chasse pas en les pourchassant. On les chasse en étant plus malin, plus patient et prêt à attendre des heures pour un seul tir. J'ai fini mon café alors que l'obscurité totale s'installait sur la forêt. J'ai utilisé ma frontale pour nettoyer ma gamelle et me brosser les dents, en suspendant le dentifrice dans la cache de nourriture une fois terminé. Et j'ai fait une dernière vérification du camp avant de me coucher. C'est là que je l'ai remarqué à nouveau. Le silence. Toujours pas de hibou. Pas de petits mammifères bruissants dans les sous-bois. Même le ruisseau semblait assourdi, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Juste le vent dans les arbres, mes propres mouvements, et le silence absolu que les proies maintiennent lorsqu'un prédateur est à proximité. Je suis resté là dans l'obscurité, la frontale éteinte pour préserver ma vision nocturne, et j'ai écouté. J'ai tendu l'oreille pour tout ce qui pourrait me dire ce qu'il y avait là dehors. Mais il n'y avait rien, juste ce silence profond et vigilant. Ça pourrait être un cougar, ai-je pensé. Ce sont des prédateurs solitaires qui chassent à l'affût et ils peuvent paralyser une zone par leur simple présence, ou peut-être une meute de coyotes travaillant le drainage. Ou alors j'étais juste paranoïaque, voyant des menaces qui n'existaient pas parce que mon expérience du combat m'avait programmé à trouver le danger même dans des situations sûres. J'ai vérifié que mon fusil était chargé et à portée de main à l'intérieur de la tente, puis je me suis glissé dans mon sac de couchage. La température était descendue à peut-être 28 degrés Fahrenheit, assez froid pour que je puisse voir mon souffle, mais mon sac était conçu pour moins 20 et j'avais dormi dans bien pire. En quelques minutes, j'étais au chaud, à l'aise et je commençais à m'endormir. Ma dernière pensée, avant que le sommeil ne m'emporte, fut que demain serait une bonne journée. Temps clair, traces de wapitis fraîches, toute la nature sauvage pour moi tout seul. Que pouvait demander de plus un chasseur? J'aurais dû demander de la vigilance, de la conscience, de la sagesse pour reconnaître quand quelque chose n'allait fondamentalement pas. Mais j'étais fatigué, j'étais à l'aise, et je me suis laissé aller dans un endroit où j'aurais dû rester sur mes gardes. C'était ma première erreur. La deuxième erreur viendrait le matin, quand je trouverais la trace. Je m'étais levé avant l'aube, j'avais mangé un sachet de flocons d'avoine et du café instantané, levé le camp à l'exception de ma tente et commencé ma traque vers le nord-est en direction de la crête. Le soleil commençait à peine à griser le ciel quand j'ai traversé un petit affluent et que je l'ai trouvé profondément enfoncé dans la boue sur la rive opposée. Une empreinte de pas, de forme humaine, 18 pouces de long, peut-être 7 pouces de large à la base des orteils. 5 orteils distincts, une voûte plantaire profonde, une empreinte de talon qui s'enfonçait de 4 pouces dans le sol argileux et humide. Je suis resté là une bonne minute, à la fixer. Ma première pensée a été que ce devait être une empreinte d'ours déformée par la boue ou l'eau, mais ce n'était pas le cas. Les orteils n'allaient pas, trop articulés, trop symétriques. La voûte était trop prononcée, le talon était trop plat et rond, et la profondeur de l'empreinte suggérait quelque chose pesant au moins 500 livres marchant sur 2 jambes. J'ai sorti mon téléphone et pris 6 photos sous différents angles, en utilisant mon couteau comme échelle. Lame de 12 pouces. L'empreinte était 1,5 fois plus longue, puis j'ai cherché d'autres traces. J'en ai trouvé 3 autres, en ligne droite, se dirigeant vers le nord-ouest, loin de mon itinéraire prévu, chaque pas espacé d'environ 6 pieds. Quoi que ce fût, ça se déplaçait vite. Je ne vais pas prétendre que je ne savais pas à quoi ça ressemblait. J'avais entendu les histoires toute ma vie. Sasquatch, Bigfoot, appelez ça comme vous voulez. Le nord-ouest Pacifique est plein de ces contes. Mais j'avais chassé dans ces montagnes pendant 40 ans et je n'avais jamais rien vu que je ne puisse expliquer. Je ne croyais pas aux contes de fées, alors je me suis convaincu que c'était une déformation, une malformation congénitale chez un ours noir, quelque chose qui pouvait marcher debout sur de courtes distances, rare mais documenté.
J'ai classé l'image mentale et j'ai continué ma traque. Les signes de wapiti, c'était bon. J'ai trouvé des frottis sur des arbres plus petits, des couches dans les prairies alpines, des excréments frais. J'ai observé la ligne de crête à travers ma lunette Leupold et j'ai repéré un mouvement vers 9 heures, 4 femelles et ce qui semblait être un jeune mâle. Pas le trophée que je cherchais, mais un bon signe. Les grands mâles restent près du harem. J'ai passé la journée à travailler la crête, me déplaçant lentement, m'arrêtant tous les quelques mètres pour écouter et observer. C'est une méditation, la chasse. Votre monde entier se réduit à la direction du vent, aux lignes de vue et aux petits bruits qui signifient que quelque chose est vivant et en mouvement. J'étais dans cet état, ce flux, quand j'ai trouvé le deuxième signe. Un arbre, une pruche de l'ouest d'environ 40 pieds de haut et 8 pouces de diamètre à la base. Il avait été cassé en deux à environ 12 pieds de hauteur, la partie supérieure pliée et entrelacée dans les branches des arbres voisins. Pas un dégât dû au vent. La rupture était trop nette, trop délibérée. Et la géométrie était fausse. L'arbre avait été plié contre son grain naturel, tordu de près de 180 degrés et forcé vers le bas avec assez de force pour casser un bois qui aurait dû nécessiter un treuil monté sur camion pour bouger. Je me suis tenu en dessous et j'ai senti les poils de ma nuque se hérisser. Ce n'était pas la météo, ce n'était pas un wapiti, c'était un marquage territorial, un signe qui disait « ceci est à moi » dans une langue plus ancienne que les mots. J'aurais dû faire demi-tour à ce moment-là. Tous les instincts que j'avais développés au combat et pendant des décennies dans la nature me hurlaient de partir. Mais je suis têtu. J'avais passé trop de temps à planifier cette chasse et je ne croyais toujours pas vraiment, pas dans mon esprit rationnel, qu'il y avait quoi que ce soit ici que je devais craindre. Je suis resté. Cet après-midi-là, j'ai installé mon camp à environ 2 miles au nord-est de mon site précédent, dans un petit ravin bien protégé du vent et avec une vue dégagée sur les approches. J'ai suspendu ma cache de nourriture, purifié de l'eau d'une source voisine et je me suis installé pour attendre la chasse du soir. Les wapitis sont plus actifs à l'aube et au crépuscule. La stratégie intelligente était de se reposer pendant la chaleur de la mi-journée et d'être prêt quand ils commenceraient à bouger. Vers 16 heures, j'ai entendu le premier coup sur du bois. Si vous n'en avez jamais entendu un en personne, c'est distinctif d'une manière difficile à décrire. Un craquement sec et résonnant, comme une batte de baseball frappant un tronc d'arbre, mais plus profond, plus fort. Il a résonné à travers la vallée depuis quelque part au nord, peut-être à un demi-mile de distance. 3 coups successifs, parfaitement espacés. Crac, crac, crac. Chacun se répercutant à travers la forêt, rebondissant sur les crêtes, s'estompant dans le silence avant que le suivant n'arrive. Puis rien. Juste le vent, le ruisseau et ma propre respiration soudainement laborieuse. J'avais lu des choses là-dessus. Une prétendue communication de Bigfoot, disaient les gens. Des coups sur du bois. J'avais toujours pensé que c'était juste des arbres qui craquaient naturellement dans le froid. La dilatation et la contraction thermique peuvent faire éclater et craquer le bois. Ou peut-être quelqu'un d'autre dans les bois faisant de l'entretien de sentiers, frappant sur quelque chose. Des explications parfaitement rationnelles. Mais il y avait une intentionnalité dans le rythme qui me serra l'estomac. Un coup pouvait être naturel. 2 pouvaient être une coïncidence. 3 espacés régulièrement en un rythme parfait, c'était délibéré. C'était une communication. C'était un signal. J'ai pris mon fusil et j'ai enlevé la sécurité. J'ai balayé les arbres au nord du regard, cherchant un mouvement, le moindre signe de ce qui avait fait ce bruit. Je n'ai vu que la forêt, mais je pouvais le sentir maintenant, cette sensation de picotement sur la nuque qui vous dit que vous êtes observé. 30 secondes plus tard, la réponse est venue de l'ouest. 2 coups, un ton différent, légèrement plus aigu, plus résonnant, comme s'ils utilisaient un arbre différent ou le frappaient à un endroit différent.
Le son a traversé le ravin, clair comme une cloche. Mon cœur battait la chamade. J'ai pivoté vers l'ouest, amenant mon fusil, le doigt sur le pontet mais pas encore sur la gâchette. Pas encore. Je ne savais pas à quoi j'avais affaire. Je ne voulais pas tirer à l'aveugle sur des bruits dans la forêt. Puis une autre réponse du sud. Un seul coup profond et creux. 3 sources distinctes. Nord, ouest, sud. Communiquant entre elles. Et j'étais au milieu. Il m'avait triangulé. Je n'ai pas honte de dire que mes mains tremblaient. Pas de froid ou de fatigue, de la compréhension soudaine et viscérale de ce qui se passait. 3 d'entre eux au minimum, coordonnant leur position autour de mon camp, s'espaçant à différents points cardinaux, se signalant les uns aux autres. Ce n'est pas un comportement animal, c'est un comportement humain. C'est de la doctrine militaire. Fixez votre cible. Établir un périmètre, refermer le filet. Je l'avais fait moi-même en Afghanistan, en annonçant les positions à mon escouade pendant que nous encerclions un complexe. Je savais exactement ce que ce schéma signifiait. On me chassait. Pendant peut-être 10 secondes, je suis resté là, à essayer de décider quoi faire. Combattre ou fuir. Rester et défendre ma position. J'avais de bonnes lignes de vue depuis le ravin. Je pouvais probablement repousser un assaut frontal, ou tout abandonner et courir tant que j'en avais encore la chance. Un autre coup du nord, puis de l'ouest, puis du sud, plus proche maintenant. Je pouvais le dire au volume, à la façon dont le son portait. Il se rapprochait, resserrant le périmètre. Ça a décidé pour moi. J'ai levé le camp plus vite que je n'avais jamais rien fait de ma vie. Je n'ai pas pris la peine de plier ou d'organiser. J'ai juste fourré mon sac de couchage dans son sac de compression sans le rouler, entassé l'équipement dans mon sac sans système ni organisation, jeté de la terre sur le petit foyer que j'avais creusé. Mes mains étaient maladroites à cause de l'adrénaline. Je faisais tomber des choses. Je tâtonnais avec les sangles et les boucles. La cache de nourriture. J'ai levé les yeux vers le sac suspendu à 15 pieds en l'air. 40 livres de repas lyophilisés, de barres énergétiques et de mélanges de fruits secs. Et j'ai fait le calcul en 2 secondes. Le récupérer prendrait au moins 3 minutes. 3 minutes à rester exposé, à tirer sur la corde, à descendre le sac, à tout remballer. Je n'avais pas 3 minutes. Ils arrivaient. Au diable la nourriture. S'ils voulaient mes lasagnes lyophilisées et mes flocons d'avoine, ils pouvaient les avoir. J'ai pris mon fusil, mon sac, maintenant chargé de ma tente, de mon sac de couchage, de mes fournitures d'urgence, de mon filtre à eau, de ma trousse de premier secours, mais pas de nourriture. Mon GPS, et je suis parti, vers l'est, la seule direction d'où je n'avais pas entendu de coup. Marche rapide. Pas tout à fait une course, mais aussi proche que je pouvais le gérer avec un sac de 45 livres et un fusil. J'ai gardé le fusil en position de tir basse, le doigt hors du pontet mais prêt à le déplacer en un instant. Ma tête pivotait, balayant à gauche et à droite, essayant de surveiller chaque ombre et chaque mouvement simultanément. Le soleil tombait déjà derrière la crête ouest. Sous l'épaisse canopée, il faisait vite sombre. Ce crépuscule gris qui fait que tout ressemble à une menace, où chaque souche ressemble à une silhouette accroupie et chaque branche qui se balance à quelque chose qui se déplace dans les arbres. J'ai fait peut-être 300 yards quand l'odeur m'a frappé, du musc, organique et épais, comme un chien mouillé mélangé à de la végétation pourrie et autre chose. Quelque chose de primal et de sauvage qui a court-circuité mon cerveau pensant pour aller directement au cortex reptilien qui se souvient encore de l'époque où nous étions des proies. C'était assez fort pour qu'on puisse le goûter, pour le sentir tapisser le fond de ma gorge et mes sinus. Et c'était frais. Pas une faible odeur de piste, mais l'odeur à pleine puissance de quelque chose de proche, de très proche. Je me suis arrêté. Je me suis forcé à contrôler ma respiration, à ralentir mon rythme cardiaque par pure volonté. J'ai scanné les arbres systématiquement, comme on me l'avait appris, de gauche à droite, du proche au lointain, vérifiant chaque ombre et chaque interstice. Rien, juste des ombres, de la mousse et les anciens piliers de la forêt primaire s'élevant dans la pénombre.
des sapins de Douglas, des pruches de l'Ouest et des tuyas géants de Californie, certains mesurant 8 pieds de diamètre et s'élevant à 200 pieds avant les premières branches. Dans la lumière déclinante, ils ressemblaient à des colonnes dans une vaste cathédrale, infinie et oppressante. Quelque chose était là dehors, proche. L'odeur était trop forte pour que ce soit loin. Mais je ne pouvais pas le voir, pas le localiser, et ça rendait les choses pires en quelque sorte. Au moins, si je pouvais voir la menace, je pourrais y répondre. C'était un combat à l'aveugle. Puis, à environ 40 yards devant moi et légèrement en amont, quelque chose a bougé. Pas comme un animal. Pas de démarche à 4 pattes, pas de mouvement horizontal sur le sol de la forêt. Ça s'est levé. J'ai vu une ombre que j'avais prise pour une souche, un tronc d'arbre tomber ou un affleurement rocheux se déplier simplement verticalement et s'élever jusqu'à atteindre 9 pieds de haut, peut-être plus. Des épaules larges, 2 fois celles d'un homme, un torse lourd, des bras massifs, des proportions totalement anormales pour un humain, mais définitivement, indubitablement bipède. Ça m'observait, se tenant parfaitement immobile, partiellement masqué par une grande pruche, mais m'observant sans aucun doute. Je pouvais sentir son attention comme on sent le soleil sur sa peau. J'ai eu des combattants talibans qui sont sortis de trous d'araignée à 20 pieds de moi, leurs AK-47 déjà en train de monter. J'ai eu une ours grizzly qui m'a fait une fausse charge en Alaska, couvrant 30 yards en peut-être 2 secondes avant de dévier au dernier moment. J'ai été dans un hélicoptère Chinook qui a pris un RPG dans le rotor de queue et a fait 3 rotations complètes avant que le pilote ne reprenne le contrôle et nous pose vivants. Je sais comment le corps réagit au danger mortel. Une décharge d'adrénaline qui fait trembler les mains et rétrécit la vision, une dilatation du temps qui fait que les secondes semblent des minutes, la motricité fine qui disparaît, remplacée uniquement par les fonctions motrices globales. C'était tout ça, et pire encore. C'était être regardé par quelque chose d'assez intelligent pour me tendre une embuscade, pour se coordonner avec d'autres de son espèce, pour comprendre la tactique et la patience. Assez fort pour casser des arbres en deux et Dieu sait quoi d'autre. Et assez étranger pour que chaque cellule de mon corps hurle que j'étais une proie, que j'étais de la nourriture, que j'étais sur le point de mourir. J'ai épaulé le fusil. Le mouvement était fluide, exercé, automatique, 23 ans de mémoire musculaire. J'ai calé la crosse contre mon épaule, j'ai trouvé la visée à travers la lunette Leupold. J'ai contrôlé ma respiration par pure force de volonté. Le réticule s'est stabilisé sur le centre de la masse, là où se trouveraient le cœur et les poumons sur une cible de forme humaine. Mon doigt est passé du pontet à la gâchette elle-même, détente à 2 étages, 3,5 livres de pression pour la faire céder. J'étais déjà au premier étage, rattrapant le jeu. J'aurais dû baisser le fusil. J'aurais dû reculer lentement, montrer que je n'étais pas une menace, désamorcer la situation. Tout ce que je savais sur les rencontres avec la faune disait de ne pas montrer d'agressivité à moins d'avoir l'intention d'aller jusqu'au bout. Se faire grand, faire du bruit, mais donner à l'animal une issue, un moyen de partir avec dignité. Mais j'étais terrifié, j'étais en mode combat, en mode évaluation de la menace, et cette chose était énorme, proche. Et la partie de mon cerveau qui gère la pensée rationnelle avait été supplantée par celle qui gère la survie. J'ai allumé ma lampe torche, monté sur le fusil. Grosse erreur, énorme erreur. Mais j'avais besoin de le voir, d'avoir la confirmation que ce que je pensais voir était réel. Le faisceau l'a attrapé en plein, et j'ai eu mon premier aperçu clair de ce à quoi j'avais affaire. 8 pieds et demi de haut. Peut-être plus, c'était difficile à juger sur la pente. Des épaules de taureau, plus larges que celles de n'importe quel humain, descendant vers des bras qui pendaient au-delà de ses genoux. Des jambes comme des troncs d'arbres, massives et musclées, se terminant par des pieds que je ne pouvais pas voir dans les sous-bois, mais que je savais devoir être énormes pour supporter ce poids. Couverts de la tête aux pieds de poils épais et hirsutes, brun foncé, presque noir dans l'ombre, avec des reflets brun-roux là où la lampe torche le frappait directement. Le poil était rêche,
de plusieurs pouces de long, couvrant chaque centimètre visible, sauf le visage. Oh mon Dieu, le visage! Il y avait moins de poils là, montrant une peau brun foncé, presque coriace. Une arcade sourcilière lourde, prononcée et brutale, jetant les yeux dans l'ombre. Un nez plat et large aux narines évasées. Des lèvres qui auraient pu être humaines, sauf qu'elles étaient trop larges, trop épaisses, légèrement retroussées pour montrer ce qui ressemblait à des dents humaines, mais plus grandes, plus fortes. Et les yeux, brun foncé, enfoncés sous cette lourde arcade, reflétant ma lampe torche comme ceux d'un cerf, mais avec quelque chose derrière que les cerfs n'ont pas. De l'intelligence, de la conscience, la reconnaissance que je pointais une arme sur lui, la compréhension exacte de ce que cela signifiait. Ce n'était pas un animal, c'était une personne. Cette pensée m'a frappé comme un coup physique, alors même que mon doigt maintenait la pression sur la gâchette. C'était quelqu'un, pas quelque chose. Quelqu'un qui me regardait, comprenait, prenait des décisions et il a fait un pas vers moi. Lent, délibéré. Un pied massif posé avec soin sur le sol couvert de mousse. Le poids se déplaçant vers l'avant. Pas une charge, pas de l'agressivité. Plutôt une approche, une investigation, de la curiosité peut-être, ou peut-être un geste pacifique, se rapprocher pour communiquer, pour comprendre ce que j'étais. Je l'ai interprété comme une menace. Mon doigt a achevé sa course sur la gâchette. Le Weatherby Mark V a aboyé, un son comme un coup de tonnerre dans l'espace clos de la forêt. Le flash de la bouche a illuminé les arbres comme un éclair. Le recul a frappé mon épaule avec une violence familière, et j'étais déjà en train de manœuvrer la culasse, éjectant l'étui vide, chambrant une nouvelle cartouche. Centre de la masse. Peut-être 3 pouces à gauche de l'endroit où j'avais visé parce que j'avais tressailli à la dernière seconde, mais assez proche. À 40 yards, avec un point .300 Winchester Magnum, propulsant une balle de 180 grains à 2800 pieds par seconde, ça aurait dû le traverser de part en part. La créature a chancelé, a fait 2 pas en arrière, les bras tournoyants pour trouver l'équilibre, a levé une main, et Jésus-Christ, c'était une main. 5 doigts, 1 pouce opposable, proportionné comme un gant de receveur, mais indéniablement, sans équivoque, une main. Configuration humaine, disposition humaine. Juste plus grande, plus forte, couverte de poils rêches, elle a touché sa poitrine là où la balle avait frappé, a regardé le sang sur ses doigts, sombre, artériel, captant le faisceau réfléchi de ma lampe torche. Puis elle m'a regardé, et l'expression sur son visage était sans équivoque, de la confusion, de la douleur, de la trahison, le regard de quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi vous l'avez attaqué, qui ne peut pas concevoir ce qu'il a fait pour mériter cette violence. Elle a ouvert la bouche et a hurlé. J'ai entendu des wapitis bramer pendant le rut, des mâles proclamant leur territoire et leur dominance. J'ai entendu des coyotes hurler à la lune en meute, leurs voix s'entremêlant en harmonie complexe. J'ai entendu des cougars crier dans la nuit, un son comme une femme qu'on assassine, et conçu par l'évolution pour figer les proies sur place. Ce n'était rien de tout ça. C'était de la rage, de la douleur, de la trahison et du chagrin. Tout ça compressé dans un son qui a résonné dans ma cage thoracique et a brouillé ma vision sur les bords. C'était si fort que j'ai cru que mes tympans allaient éclater, si puissant que je pouvais le sentir dans mes os, dans mes dents. Les arbres semblaient en trembler. Des oiseaux ont explosé de la canopée dans toutes les directions. Quelque chose dans les sous-bois a détalé, un cerf ou un wapiti, fuyant le son de la rage ultime du prédateur. Et de 3 directions, nord, ouest, sud, j'ai entendu les réponses. 3 autres hurlements, identiques en timbre mais différents en tonalité. Les autres, ceux qui m'avaient triangulé, qui communiquaient par des coups sur le bois, qui coordonnaient leur approche, s'appelant les uns les autres maintenant. Avertissement, rage, chagrin, les 3 à la fois. Celui que j'avais touché est tombé sur un genou. Le sang s'étalait sur sa poitrine, sombre et humide, imbibant les poils épais. J'avais touché le poumon, peut-être le cœur. Avec un point .300 Win-Mag, à cette distance, le choc hydrostatique seul aurait dû paralyser les organes majeurs.
Il aurait dû être à terre, mort ou mourant en quelques secondes, mais il bougeait encore, toujours conscient, me regardant avec ses yeux intelligents, et je pouvais le voir calculer, intégrant que j'étais armé, que le bruit avait révélé ma position au autre, que j'étais une menace qui devait être neutralisée. Je l'ai vu décider. Il a chargé. 8 pieds et demi de primate blessé et enragé, se déplaçant comme un linebacker. Plus vite que tout ce qui a cette taille ne devrait pouvoir bouger. Fluide, puissant, franchissant la distance entre nous à grandes enjambées. J'ai remonté le fusil, manœuvré la culasse, fluide, automatique, éjection et chambrage. Et j'ai tiré à nouveau, raté. Tiré trop haut parce que la cible bougeait trop vite et que j'avais trop peur pour anticiper correctement sa trajectoire et que mes mains tremblaient si fort que je ne pouvais pas maintenir le réticule stable. Le tir s'est perdu dans les arbres quelque part derrière lui, gaspillé, et maintenant j'avais peut-être 2 secondes avant que 700 livres de muscles et de rage ne m'atteignent. 20 yards. Je pouvais entendre sa respiration, lourde, humide, laborieuse à cause de la blessure à la poitrine. Je pouvais sentir ce muscle plus fort que jamais, mélangé maintenant avec du sang et autre chose, du désespoir. J'ai manœuvré la culasse à nouveau. J'ai trouvé ma visée. J'ai contrôlé ma respiration comme je l'avais fait 1000 fois sur les stands de tir et au combat. J'ai expiré lentement. J'ai laissé mon corps se détendre en prévision du recul qui arrivait. J'ai pressé la détente. Le 3e tir l'a touché à l'épaule. J'ai vu l'impact, le tressaillement, la gerbe de sang et de tissu, la perturbation soudaine de sa foulée. Il a pivoté à moitié à cause de la force, pivotant sur une jambe massive, tendant son bras valide, comme s'il pouvait m'attraper même à 15 yards de distance. Mais il a continué à avancer, l'élan et la rage le portant en avant, même si ses muscles commençaient à lâcher. 10 yards, 4e tir. Celui-ci a touché la gorge ou le haut de la poitrine, je ne pouvais pas dire. La tête de la créature a basculé en arrière. Du sang a giclé de son cou, artériel et brillant dans le faisceau de la lampe torche. Et finalement, il est tombé. Il s'est écrasé dans la mousse et les fougères comme un arbre qui tombe, a glissé vers l'avant sur le sol humide, l'élan le portant presque jusqu'à mes pieds. 700 livres de chair mourante, de sang, et de quelqu'un que je venais d'assassiner, s'immobilisant à moins de 3 pieds de l'endroit où je me tenais. Je suis resté là, le fusil toujours à l'épaule, le doigt sur la gâchette, la sécurité enlevée, prêt à tirer un 5e coup s'il bougeait. Ma respiration était saccadée, rauque dans le silence soudain. Mon cœur battait si fort que j'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque sur le champ. Attendant qu'il se relève, attendant que les autres sortent des arbres en trombe et me déchirent pour ce que j'avais fait. Mais il n'y avait que le silence, le ruisseau au loin, le vent dans les arbres, ma propre respiration laborieuse et un son humide, un râle venant de la chose à mes pieds. Elle était encore en vie. J'aurais dû lui mettre une autre balle, une mise à mort propre pour abréger ses souffrances. Mais je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas traiter ce que je voyais. Cette chose qui ne devrait pas exister se vidait de son sang devant moi. Et je l'avais tuée, et je ne savais pas quoi faire. Elle a bougé, lentement, faiblement, a tendu sa main gauche, le bras droit pendait inutilement à cause de la blessure à l'épaule, et a attrapé ma veste. La main était énorme, aurait pu m'écraser la cage thoracique, mais la prise était douce. Presque hésitante, elle m'a attiré vers le bas. Pas violemment, juste avec insistance. Je l'ai laissé faire, trop choqué pour résister. Je me suis retrouvé à genoux dans la mousse, le visage à peut-être 3 pieds de celui de cette créature mourante. Ses yeux ont trouvé les miens, les ont tenus, et j'ai vu l'intelligence là, la conscience, la personnalité. Ce n'était pas un animal, c'était quelqu'un. Quelqu'un sur qui j'avais tiré 3 fois, quelqu'un qui mourait parce qu'il avait essayé de s'approcher de moi et que j'avais paniqué. La main sur ma veste s'est resserrée, m'a attiré plus près. Sa respiration était humide, râlante.
Du sang bouillonnait de sa bouche. Je pouvais sentir le musc, plus fort maintenant, mélangé au sang et à quelque chose de terreux et d'ancien. Elle a ouvert la bouche, a fait jouer sa mâchoire, et elle a parlé. Les autres arrivent. La voix était fausse, trop profonde, résonnant à des fréquences qui faisaient vibrer mes os. Les mots étaient mal formés, les consonnes trop dures, les voyelles déformées par une bouche non faite pour l'anglais. Mais le sens était clair. Un anglais parfait, mais cassé. Je ne pouvais plus respirer, plus penser. Ça pouvait parler. Ça comprenait le langage, ça me comprenait, et je lui avais tiré dessus, et maintenant ça mourait et utilisait son dernier souffle pour me dire quelque chose. « Quoi ?» ai-je réussi à dire. Ma voix ressemblait à celle d'un enfant. Quels autres? La prise s'est resserrée davantage, m'a tiré encore plus près, jusqu'à ce que je puisse voir les éclats dorés dans ses yeux bruns, que je puisse compter les poils individuels sur son visage. Vous avez déclenché une guerre. Chaque mot était un effort, façonné avec une langue et une gorge jamais conçues pour la parole humaine. Ne pouvez pas gagner. Je ne voulais pas, je suis désolé, je ne voulais pas. Ils viennent pour vous. Les yeux commençaient à perdre leur foyer. La respiration devenait plus superficielle. Pas de pitié, pas de pardon. Vous avez tué le maître. Le maître. Le mot m'a frappé comme un coup physique. Cette chose avait un rôle, une position, un mot pour ce qu'elle était. Elle avait une société, une culture, une structure. Et j'avais tué quelqu'un d'important. Je suis désolé, dis-je, et je le pensais de toutes les fibres de mon être. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas. J'avais peur. Quelque chose qui aurait pu être un sourire traversa son visage. Triste, compréhensif. Tous. Peur. La main a lâché ma veste, s'est déplacée vers sa propre poitrine, a pressé contre les blessures. Nous, peur. De vous. Toujours. Vous. Prenez tout. La main est retombée. Les yeux sont restés sur les miens, mais la lumière derrière eux s'estompait. « Souvenez-vous, dit-elle, et la voix n'était plus qu'un murmure. Ils arrivent. Cachez-vous, fuyez, ils vous trouveront. » La respiration s'est arrêtée. Les yeux sont devenus vitreux. Le corps massif s'est affaissé dans la mousse, comme s'il avait toujours été là, comme s'il faisait partie du sol de la forêt. Je suis resté agenouillé là, je ne sais combien de temps. Ça aurait pu être des secondes, ça aurait pu être des heures. Juste moi et cette personne morte que j'avais tuée. Et la certitude absolue que j'avais commis une erreur qui ne pourrait jamais être réparée. Puis je les ai entendus, du mouvement dans la forêt, de multiples sources se rapprochant. Aucune tentative de discrétion maintenant. Des branches qui se cassent, des pas lourds et des vocalisations. Pas des cris cette fois, mais quelque chose de plus bas, de rythmique, presque un chant ou une plainte, le son du deuil. Ils venaient pour leur maître, et ils me trouveraient agenouillé sur le corps, avec du sang sur les mains et un fusil sur les genoux. J'ai couru. Oublier la dignité, oublier l'honneur, oublier tout ce qu'on m'avait appris sur le fait d'affronter les menaces de front. J'ai attrapé mon fusil et mon sac et j'ai couru comme si ma vie en dépendait, parce que c'était le cas. Vers l'est, vers la crête, loin des bruits de la poursuite. Ils m'ont suivi. Je pouvais les entendre se déplacer parallèlement à moi, égalant mon rythme, apercevant parfois des ombres massives se déplaçant à travers les arbres. 3 d'entre eux, peut-être 4. Ils me rabattaient, me poussant dans une direction spécifique, loin de leur mort, loin de tout sentier ou route, plus profondément dans la nature sauvage. J'ai couru pendant 3 heures, en montée à travers les sous-bois sur des champs déboulis qui menaçaient de me briser les chevilles à chaque pas. Mes poumons étaient en feu, mes jambes étaient prises de crampes, mais chaque fois que je ralentissais, je les entendais derrière moi, juste hors de vue, et la terreur me donnait une nouvelle poussée d'adrénaline. Finalement, vers minuit, je me suis effondré dans une petite grotte, en réalité juste un surplomb
dans une formation rocheuse. J'ai rampé aussi loin que possible, me suis coincé dans une fissure à peine assez large pour mes épaules, et j'ai attendu avec mon fusil pointé vers l'ouverture. Ils ne sont pas entrés, mais je pouvais les entendre dehors, faisant les 100 pas, vocalisant ces sons bas et lugubres qui auraient pu être un langage, de la musique ou du chagrin. Ils savaient où j'étais. Ils auraient pu entrer et me mettre en pièces, mais ils ne l'ont pas fait. Ils me faisaient savoir qu'ils auraient pu, qu'ils choisissaient de ne pas le faire, que c'était un avertissement. Quand le soleil s'est levé, ils étaient partis. Je suis resté dans cette grotte pendant 6 heures de plus, trop terrifié pour bouger. Puis je me suis forcé à manger une barre énergétique, à boire un peu d'eau et à planifier mon extraction. Je ne pouvais pas revenir par où j'étais venu. Ils attendraient. Je ne pouvais pas appeler à l'aide. Pas de réseau. Et même s'il y en avait, qu'est-ce que je dirais? Que j'avais tiré sur quelque chose que je ne pouvais pas expliquer et que j'étais chassé par d'autres comme lui? J'ai sorti mon GPS et j'ai trouvé une vieille route minière à environ 8 miles au sud-est. Abandonnée depuis les années 60, à peine sur les cartes, mais elle me ramènerait à la civilisation si je pouvais l'atteindre. Je devrais traverser 2 crêtes et perdre environ 3000 pieds d'altitude. Mais c'était ma meilleure chance. Je me déplaçais le jour, je me cachais la nuit. Je n'ai pas allumé de feu, pas cuisiné, à peine dormi. Chaque son me faisait sursauter, chaque ombre leur ressemblait. Mais je ne les ai pas revus. Je n'ai pas entendu les coups sur le bois, ni les vocalisations, ni senti cette odeur musquée. Ils m'avaient laissé partir. Pour l'instant, j'ai atteint la route minière le 3e jour. Je l'ai suivie jusqu'à une route du service des forêts, puis j'ai marché encore 12 miles jusqu'à l'autoroute la plus proche. J'ai fait signe à un camion de grumes vers 18 h le 19 novembre. Le chauffeur m'a jeté un regard, couvert de boue, à moitié affamé, les yeux d'un traumatisé de guerre, et m'a conduit directement à l'hôpital de Darrington. Je leur ai dit que je m'étais perdu, que je m'étais cogné la tête, que j'étais un peu confus. Ils m'ont gardé en observation pour la nuit, m'ont traité pour déshydratation et épuisement et m'ont laissé sortir le lendemain matin. Rebecca est venue me chercher. Je lui ai dit que la partie de chasse avait mal tourné, que j'avais eu un accident, que j'avais besoin de temps pour me reposer. Je ne suis jamais retourné chercher ma tente ou le reste de mon équipement. J'ai laissé pour 1000 $ de matériel éparpillé sur Cascade Ridge. Je m'en fichais. On n'aurait pas pu me payer pour y retourner. Pendant des semaines après, je me réveillais au milieu de la nuit, entendant cette voix. Les autres arrivent. Vous avez déclenché une guerre. Ils vous trouveront. J'ai essayé de me dire que ça avait été une hallucination. Hypothermie, déshydratation, stress, mon esprit comblant des détails qui ne pouvaient pas être réels. Les ours ne parlent pas, les singes ne parlent pas anglais. J'avais tué un ours, je m'étais perdu. J'avais subi une sorte de dépression, mais la cicatrice sur ma poitrine disait le contraire. Je ne l'ai remarqué qu'une semaine après mon retour. Rebecca me l'a fait remarquer en sortant de la douche, 5 marques parallèles, d'environ 2 pouces de long chacune, juste au-dessus de mon cœur. Parfaitement espacées, comme des doigts. Assez profondes pour laisser des cicatrices permanentes. « Quand est-ce que tu t'es fait ça ?» a-t-elle demandé. Je me suis regardé dans le miroir. Je les ai touchées. Elles étaient guéries, mais fraîches, pas plus de quelques jours. Et elles étaient positionnées exactement là où la main de cette créature avait attrapé ma veste, m'avait attiré près d'elle, m'avait livré son avertissement. Elle m'avait marqué, pas avec violence. Elle aurait pu m'arracher le cœur, mais avec un contact, un rappel, un symbole de la dette que je devais. Les cauchemars ont commencé environ 1 mois plus tard. Pas des rêves de la fusillade. Ceux-là, j'aurais pu les gérer. Non. C'était des rêves où j'étais observé, où je me tenais dans mon jardin et voyais des ombres à la lisière des arbres, où je me réveillais et trouvais des empreintes de pas boueuses sur le sol de ma chambre, où j'entendais des coups sur le bois dans la forêt derrière notre maison. Parfois, je me réveillais et je jurais que je pouvais sentir ce musc.
Rebecca pensait que j'avais un SSPT. Elle a suggéré une thérapie. J'ai fait 3 séances, j'ai dit au thérapeute que j'avais du mal à m'adapter à la retraite, j'ai omis tout ce qui comptait et j'ai arrêté d'y aller. Comment expliquez-vous à quelqu'un que vous avez assassiné une personne qui ne devrait pas exister et que maintenant vous attendez que sa famille vienne se venger? 6 mois après l'incident, un chasseur a disparu dans la cascade Peak Wilderness. John Reeves, 52 ans, un homme de plein air expérimenté, parti seul pour une chasse à l'ours de printemps, il n'est jamais revenu. Ils ont trouvé son camp intact, le fusil toujours dans la tente, la cache de nourriture intacte, juste disparu. Les secours ont cherché pendant 2 semaines. Rien. Je me suis demandé s'il les avait vus, s'il avait compris ce qu'ils étaient, s'il avait eu le choix de partir, ou s'il l'avait pris. Un message, peut-être, un avertissement aux autres qui venaient chasser sur leur territoire. 8 mois plus tard, une autre disparition. Sarah Chen, biologiste de la faune, faisant sa thèse sur les populations d'ours noirs. Vue pour la dernière fois en randonnée vers Cascade Ridge, ils ont trouvé son GPS et son sac de jour près de Canyon Creek, juste là où j'avais fait mon premier camp. Le sac était déchiré, son contenu éparpillé. Pas de sang, pas de signe de lutte, juste disparu. J'ai commencé à tenir un décompte. Au cours des 3 années suivantes, 14 personnes ont disparu dans les North Cascades. Pas toutes dans la même zone, mais toutes dans un rayon de 30 miles de l'endroit où j'avais fait ma victime. Des chasseurs pour la plupart, quelques randonneurs, un ranger du service des forêts qui faisait de l'entretien de sentiers. Les autorités ont blâmé la nature sauvage. Terrain escarpé, météo soudaine, gens qui se perdent. Tragique mais pas rare. Ils ne voyaient pas le schéma parce qu'ils n'en cherchaient pas. Mais je le voyais, et je savais. Ils gardaient les gens à l'écart, défendaient leur territoire, se vengeaient peut-être, un humain imprudent à la fois. Ou peut-être protégeaient-ils simplement le peu de terrain qu'il leur restait, s'assurant que personne d'autre ne tombe sur leurs secrets comme je l'avais fait. J'ai arrêté de chasser, j'ai vendu mes fusils, donné mon équipement. Rebecca pensait que je grandissais enfin, que je mettais de côté les choses puériles. Je l'ai laissé penser ça, mieux que la vérité. J'ai commencé à faire des recherches, passant des heures dans les bibliothèques, sur des forums internet obscurs, traquant les gens qui prétendaient les avoir vus. La plupart étaient des excentriques et des gens en quête d'attention. Mais certains avaient un parfum de vérité. Les mêmes détails que j'avais vus. L'intelligence dans les yeux, les proportions, l'odeur, les vocalisations. Le sentiment d'avoir été autorisé à partir plutôt que de s'être échappé. Et parfois, très rarement, quelqu'un mentionnait la communication, des mots, des avertissements. J'ai trouvé un homme en Oregon qui prétendait que l'un d'eux lui avait dit de rentrer chez lui, d'une voix comme une pierre qui grince. Une femme en Californie du Nord qui a dit que l'un d'eux avait chuchoté « pas sûr » avant de se fondre à nouveau dans la forêt. Aucun d'eux n'avait fait ce que j'ai fait. Aucun d'eux n'en avait tué un. Ça me rendait spécial, et pas dans le bon sens. Les années ont passé. J'ai essayé de construire une vie normale. J'ai travaillé sur la maison, passé du temps avec Rebecca, évité les montagnes. Les cauchemars se sont estompés à 1 ou 2 fois par mois. Le sentiment d'être observé est devenu un bruit de fond que je pouvais ignorer. J'ai presque réussi à me convaincre que j'étais en sécurité, que quelle que soit la sentence qu'il m'avait infligée, elle avait été commuée en un exil à vie de la nature que j'aimais, un marché équitable, tout bien considéré. Je pouvais vivre sans jamais plus chasser, si cela signifiait vivre tout court. Puis, il y a 3 mois, j'ai trouvé le premier signe qu'il s'était rapproché. J'étais dans le jardin, en train d'entretenir la clôture. Notre propriété jouxte environ 40 acres de forêt de seconde venue. Rien à voir avec la nature sauvage des cascades, mais assez d'arbres pour se sentir isolé. Je défrichais quand je l'ai trouvé. Une empreinte de pas. 18 pouces de long,
profondément enfoncée dans la boue près de la limite de notre propriété. Fraîche, d'un jour peut-être. Je suis resté là, la machette à la main, à fixer cette empreinte, et j'ai senti 38 ans de normalité soigneusement construite s'effondrer comme un château de cartes. Il m'avait trouvé, exactement comme le maître l'avait promis. Les autres arrivaient. Je n'ai rien dit à Rebecca. Comment aurais-je pu? Chérie, tu te souviens de cette partie de chasse que j'ai faite il y a des décennies? Eh bien, j'ai tué un Bigfoot et maintenant sa famille rôde autour de la maison. Elle m'aurait fait interner. Au lieu de ça, j'ai installé des lumières à détecteur de mouvement autour de la propriété. 12 d'entre elles, couvrant chaque approche. Ça m'a coûté 3000 $. Rebecca pensait que j'étais paranoïaque à propos des cambrioleurs. Je l'ai laissé penser ça. Les lumières se déclenchaient constamment. Des cerfs, des ratons laveurs, des opossums, une faune normale. Mais 2 fois, je me suis levé au milieu de la nuit et je les ai trouvés déclenchés sans rien sur les enregistrements de la caméra. Juste des ombres se déplaçant au bord du cadre, trop sombres et trop rapides pour être identifiées. Puis j'ai commencé à trouver les signes. De petites choses, faciles à manquer si on ne cherchait pas. Des branches disposées en X à la lisière des arbres. Des pierres empilées en cairn qui n'étaient pas là la veille. Une fois, un crâne de cerf placé avec soin sur notre terrasse arrière, nettoyé jusqu'à l'os, les vertèbres disposées en ligne. Des messages, des rappels. Nous savons où tu es, nous te surveillons, nous attendons. Il y a 1 mois, j'ai entendu les coups sur le bois. 3 successifs, depuis la forêt derrière notre maison. 3 heures du matin, au milieu de la nuit, le même schéma que j'avais entendu sur Cascade Ridge. J'ai sorti mon vieux pistolet de service du coffre, j'en avais gardé un au cas où, et je suis resté près de la porte arrière jusqu'à l'aube. Je n'ai rien vu, mais quand le soleil s'est levé, je les ai trouvés. 5 empreintes de mains massives, pressées dans le givre sur nos fenêtres arrière, juste à hauteur de tête pour quelque chose de 8 pieds de haut. Ils avaient été debout sur notre terrasse arrière, regardant à l'intérieur de notre maison, nous observant dormir. C'est là que j'ai su que l'attente était terminée. Ce n'était plus de la surveillance, c'était la phase finale. Je tape ceci dans mon bureau à 2 heures du matin le 17 novembre 2024. Exactement 38 ans, jour pour jour, après avoir tué leur maître. Rebecca dort à l'étage. Elle ne sait pas que je suis en train de mourir. Je ne lui ai pas encore parlé du cancer, je n'ai pas trouvé les mots. Et elle ne sait rien des empreintes que j'ai trouvées ce matin, celles qui encerclaient toute notre maison, ni des sons que j'ai entendus au crépuscule, des vocalisations, basses, lugubres, venant de plusieurs directions. Ils sont là dehors en ce moment même. Je peux les sentir. Attendant que l'anniversaire soit complet, que l'horloge sonne l'heure exacte où j'ai appuyé sur la gâchette, je ne vais pas m'enfuir. J'ai 63 ans avec un cancer qui me ronge le pancréas. Je suis trop fatigué pour courir et de toute façon je n'irai pas loin. Et honnêtement, je ne pense pas que je devrais. Cette chose que j'ai tuée, cette personne, essayait de communiquer, pas d'attaquer. Elle a tendu la main et j'ai répondu par la violence. J'ai une dette. Peut-être que c'est la justice, peut-être que c'est de la pitié. En finir selon leurs termes, plutôt que de laisser le cancer me dépecer morceau par morceau. Peut-être qu'il n'y a pas de différence. Ce que je sais, c'est ceci. Ils sont réels. Ils sont intelligents. Ils sont en danger d'extinction, repoussés dans les régions les plus sauvages par l'expansion humaine. Ils se cachent depuis des milliers d'années et ils nous ont regardé tout prendre, leurs forêts, leurs sources de nourriture, leur existence même. Et ils ont choisi le silence et l'invisibilité plutôt que le conflit. Jusqu'à ce que quelqu'un comme moi leur force la main. Le maître m'a averti. Vous avez déclenché une guerre que vous ne pouvez pas gagner. Je pensais qu'il voulait dire que j'avais déclenché une guerre avec eux, qu'ils me traqueraient pour se venger. Mais je pense que j'ai mal compris. Je pense que la guerre avait déjà lieu, qu'elle durait depuis des siècles. L'humanité contre tout ce qui est sauvage, ancien et sage. Et ce maître m'a vu.
a vu la peur dans mes yeux, a vu le fusil dans mes mains et a su que notre camp avait déjà gagné. Il perdait cette guerre depuis des milliers d'années, une forêt à la fois, une chaîne de montagnes à la fois, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'à se cacher dans les régions les plus reculées et à espérer que nous ne les trouverions jamais. Je les ai trouvés, et j'en ai tué un. Et c'était la preuve finale qu'il n'y avait pas de coexistence, pas de compréhension, pas d'avenir, où les deux espèces pourraient partager le même monde, juste une lente extinction, et des humains qui ne sauraient même jamais ce qu'ils avaient détruit. Ils arrivent, pas de pitié, pas de pardon, non pas parce que ce sont des monstres, mais parce que nous le sommes. Je laisse ce document dans mon coffre-fort avec des instructions pour qu'il soit rendu public à ma mort. Si vous lisez ceci, je suis parti. Peu importe comment c'est arrivé, cancer ou autre chose. Je suis parti, croyez-moi ou non. Traitez-moi de fou si vous voulez. Mais si vous allez dans la nature profonde, dans les forêts primaires, où les arbres cachent le soleil, et où le silence est si complet que vous pouvez entendre votre propre cœur battre, soyez attentifs. Remarquez si les oiseaux se taisent. Remarquez si vous sentez quelque chose de musqué et de sauvage. Remarquez si vous trouvez des empreintes de pas qui ne devraient pas exister. Et si vous les voyez, si vous êtes assez chanceux ou malchanceux pour vous retrouver face à face avec quelque chose d'ancien, d'intelligent et de totalement étranger, ne faites pas ce que j'ai fait. Baissez votre arme. Reculez lentement. Montrez-leur que vous n'êtes pas une menace. Donnez-leur le respect et la pitié que je n'ai pas eue, parce que le maître avait raison. Nous ne pouvons pas gagner cette guerre. Nous avons déjà gagné. Et notre prix est un monde sans merveille, sans mystère, sans les lieux sauvages et les créatures sauvages qui nous rappellent que nous ne sommes pas les seuls à compter. J'entends du mouvement dehors. Des pas lourds sur l'allée de gravier. Rebecca n'a pas bougé. Elle prend de l'ambien pour son insomnie. Elle dort comme une souche. Plusieurs sources. Il n'essaie même plus d'être silencieux. Je vais finir ceci, le sauvegarder, et le mettre dans le coffre demain matin si j'en ai l'occasion. Puis je vais sortir et affronter ce qui vient. Je leur dois bien ça. Si je ne vois pas le matin s'ils trouvent ceci incomplet, sachez que je suis désolé. Désolé pour ce que j'ai fait. Désolé pour ce que l'humanité a fait. Désolé que le monde soit tellement plus petit, plus mesquin et plus sûr qu'il ne devrait l'être. La poignée de la porte tourne. Je ne me souviens pas de l'avoir verrouillée. Ils sont à l'intérieur. Mon Dieu, je peux les sentir. Ce musc, cette odeur sauvage et ancienne de forêt, de pluie et de choses qui n'auraient jamais dû avoir à se cacher de nous. Des pas dans les escaliers, lourds, plusieurs paires. La lumière de la chambre vient de s'allumer à l'étage. Rebecca qui crie. « Je vais !» Rapport du bureau du shérif, 18 novembre 2024. Les agents sont intervenus au 1847 Cascade View Road à 3h20 suite à un appel au 911 d'un voisin signalant des cris et des bruits de trouble. La porte d'entrée a été trouvée ouverte. Le propriétaire Marcus Webb, âgé de 63 ans, a été retrouvé décédé dans son bureau du rez-de-chaussée. Cause du décès en attente d'autopsie. Aucun signe d'effraction ou de lutte. Le domicile est par ailleurs intact. L'épouse Rebecca Webb, âgée de 61 ans, a été retrouvée indemne, mais dans un état de détresse psychologique extrême. Elle affirme ne se souvenir de rien après s'être couchée à 22h la veille. L'analyse toxicologique montre des niveaux thérapeutiques de zolpidem, ambien, compatibles avec l'utilisation d'un somnifère sur ordonnance. De grandes empreintes de mains ont été trouvées sur plusieurs surfaces. L'hypothèse initiale était un homme adulte, mais les empreintes mesurent de 12 à 14 pouces de long, avec des proportions inhabituelles. Analyse en laboratoire en attente. Des empreintes de pas boueuses ont été trouvées dans les escaliers et dans le couloir. L'unité canine a suivi les traces jusqu'à la limite de la propriété, a perdu la piste à la lisière de la forêt. L'ordinateur portable du défunt a été trouvé ouvert sur le bureau, sur un document non sauvegardé.
Le document contient un récit détaillé à la première personne décrivant une prétendue rencontre avec un Bigfoot en 2019. Le texte se termine en milieu de phrase. Fichier trop corrompu pour être entièrement récupéré, mais un contenu suffisant a été extrait pour établir la cause probable du décès comme un événement cardiaque secondaire à une détresse psychologique extrême. Les dossiers médicaux confirment que le défunt avait récemment été diagnostiqué avec un cancer du pancréas de stade 4. Les notes du cardiologue indiquent un système cardiovasculaire affaibli. Conclusion préliminaire. Cause naturelle. Arrêt cardiaque. Cas classé comme décès dû à une urgence médicale. Une évaluation psychiatrique est recommandée pour l'épouse survivante. Aucune preuve d'intrus ou d'activité criminelle. Affaire classée. Note du médecin légiste. Addendum non inclus dans le rapport officiel. Conformément à mon éthique professionnelle, je note les irrégularités suivantes pour le dossier, bien qu'elles aient été exclues du rapport final à la demande du coroner. Le défunt présentait 5 lacérations parallèles sur la poitrine d'environ 2 pouces de long chacune, parfaitement espacées à des intervalles de 1,2 pouces. Les blessures sont anciennes, entièrement guéries. Le tissu cicatriciel est compatible avec une blessure subie des décennies auparavant. Cependant, l'analyse des tissus indique un schéma de cicatrisation incompatible avec toute blessure chirurgicale ou accidentelle connue. Plus compatible avec des marques de griffes ou de serre. De plus, j'ai trouvé des traces de matière organique sous les ongles et sur les mains du défunt. La matière a été identifiée comme étant des poils, rêches, épais, avec une structure médulaire inhabituelle, non compatible avec aucun animal domestique ou sauvage connu dans la région. L'analyse ADN est non concluante. Échantillon envoyé au laboratoire de l'État, résultats en attente. Le plus troublant, lors de l'examen du corps, j'ai noté une odeur distincte, musquée, organique, inconnue. L'odeur a persisté malgré la ventilation standard de la morgue et semblait émaner des vêtements et de la peau du défunt. Elle ne me rappelait rien de plus que l'odeur d'un enclos de primates dans un zoo, mais plus piquante, plus sauvage. L'odeur s'est dissipée en 12 heures. Aucune explication trouvée. Je suis médecin légiste depuis 32 ans. J'ai tout vu, des événements cardiaques de routine aux cas les plus bizarres imaginables. C'est la première fois que je termine une autopsie et que je me sens véritablement mal à l'aise. La cause officielle du décès reste arrêt cardiaque secondaire à un cancer en phase terminale et à une détresse psychologique aiguë. Mais officieusement, je pense que Marcus Webb est mort de peur et je pense que ce dont il avait peur était dans la pièce avec lui. Quoi que ce fût. Dr Sarah Kim, médecin légiste du comté de King, fin du document.